de vous regarder les yeux dans les yeux et pas à travers un ordinateur ou un webinar. C'était l'extase ce matin pour tout le monde, je crois, se retrouver les uns en face des autres, certains encore avec un masque, ils ont raison. Et certains comme moi qui n'ont pas résisté au fait de ôter le masque pour voir de plus près le sourire qu'on a eu tous à nous retrouver. Donc, euh, donc merci. Et j'espère que le plus gros de la pandémie soit derrière nous. Il y aura certainement des vagues, mais je crois que ces vagues ne seront pas aussi pénibles que celles qui sont passées. Bien. Alors, je tiens vraiment à remercier Olfa pour la présentation et la conférence qu'elle vient de faire. On va continuer dans le même registre. Elle m'a vraiment ouvert la voie et vous allez voir que ce qu'on va voir ensemble là tout de suite, ça va être la continuité de ce qu'on a commencé à voir ici avec donc la douleur. Euh, alors, là, je vous invite à envisager donc ensemble des aspects encore non conventionnels de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde telle qu'on avait l'habitude de la voir ensemble dans les conférences, les présentations, avec l'efficacité des différents traitements, les effets indésirables, etc., pour nous intéresser un peu plus à nos patients et les regarder un peu plus différemment. Et là, je rebondis sur la lettre de la patiente qui, comme elle a été décrite par Olfa, j'invite nos soignants à être moins ignorants vis-à-vis de nous et à être un peu plus attentifs à nos plaintes et à nos attentes. Donc là, je vous invite sincèrement à passer en revue les enjeux de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde aujourd'hui, en 2021. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous reste à faire en termes pas de traitement, mais de prise en charge globale. Et là, avec toutes ces avancées qu'on a effectuées donc ces dernières années et cumulées en termes d'approche diagnostique, en termes de traitement de plus en plus efficace, de plus en plus innovant, avec les biothérapies et même les autres, les JAKi, etc., et tout ce qui se prépare avec les facteurs de croissance et autres, et surtout avec cette mise en place de la stratégie de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde basée sur des stratégies d'intensification et autres. Je crois c'est le moment de se dire, est-ce que tout ça a un impact quelconque dans la vraie vie et pas dans les études publiées par les laboratoires et les chercheurs? Est-ce que dans la vraie vie, ça a un impact quelconque? Est-ce que ça a modifié un peu la qualité de la prise en charge et la qualité de vie de nos patients traités pour rhumatisme inflammatoire et plus spécialement pour polyarthrite rhumatoïde? Et on est tous d'accord, parce qu'on vit avec nos patients tous les jours, que cette prise en charge est encore loin d'être optimale. Et ce serait peut-être l'occasion aussi de nous demander comment on pourrait l'améliorer, quels sont les écueils qui nous empêchent d'aboutir à une prise en charge encore plus optimale. Bien entendu, on nous parle de rémission, la rémission reste au centre des sujets, et on essaiera de voir est-ce qu'on peut atteindre encore plus facilement une rémission, je dis bien une rémission parce qu'il y a plusieurs types de rémission, et puis voir quels sont, pour les patients qui sont déjà en rémission, quels sont les besoins insatisfaits, et on est tous d'accord, là on ne cesse de faire des témoignages pour dire que nos patients qui sont en rémission ont également des besoins insatisfaits. Alors, juste un petit instant, je vous invite à quitter votre œil de rhumatologue et à regarder la maladie avec l'œil d'un patient. Voici une journée d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde active. Et comme vous le voyez, du matin au soir, elle n'est rythmée que par la douleur. On a parlé tout à l'heure de douleur. Et c'est tout au long de la journée. En fait, c'est une souffrance quotidienne, continue, sans répit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, quand on a une polyarthrite active en poussée, le matin est rythmé par l'importance et la durée de la raideur matinale. Et pendant la journée, donc la maladie nous rappelle qu'on est incapable d'assurer ses activités avec la fatigue, l'incapacité fonctionnelle qui va se répercuter,
sur les responsabilités professionnelles, familiales, sociales, l'anxiété et le regard des autres, les reproches. Ben, tout ça, c'est la journée d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde active. Et même la nuit, il n'y a pas de répit. Le sommeil est perturbé par, que ce soit la douleur ou autre, que ce soit l'anxiété, la dépression. Je ne parle pas de l'insatisfaction sexuelle avec les troubles qui peuvent surgir entre les conjoints. Et voilà une qualité de vie qui est altérée tout au long de la journée. Ça, c'est une journée d'un patient atteint de PR en activité. Alors, aujourd'hui, on a plus de patients qui sont en rémission et même ces patients-là qui sont en rémission ne semblent pas avoir une amélioration, disons, spectaculaire à la hauteur de l'attente de ces patients. Regardez, là, dans cette étude-là, récemment publiée, qui est une méta-analyse avec une revue de la littérature, ça va nous donner une idée sur l'impact de cette stratégie en termes de rémission. Alors, c'est dans la vraie vie, pourquoi? Parce que elle a réuni les données de registres de polyarthrite rhumatoïde, comme vous le voyez, qui a permis de récolter les données de plus de 80 000 patients PR. Alors, vous retrouvez dans cette méta-analyse des registres connus comme le Corona américain, le blé britannique, comme le japonais, l'australien, mais également des Scandinaves avec les registres du Norvège et le fameux Danbio. Alors, si on voit un peu le pourcentage de patients qu'on arrivait grâce à une stratégie de prise en charge basée sur le Treat to Target, le T2T, donc on voit que au début des années 2000, on arrivait à peine à obtenir une rémission chez 10% des PR. Et on voit qu'au fil des années, là, en 2014, on arrive quand même à atteindre des rémissions chez plus de 50%. Alors, remarquez au passage que dans ces résultats, notamment dans le Danbio, il y avait des patients sous biothérapie, mais il y avait également des patients qui étaient sous traitement de fond conventionnel, CS-DMARD. Donc, vous voyez, l'évolution est claire. L'évolution est claire, donc il y a plus de patients qui sont en rémission. Et alors, on voit que cette atteinte de la rémission est assez précoce, comme c'est donné du registre danois dont j'ai parlé. Et vous voyez qu'à 6 mois, on arrive avec les 3 anti-TNF, et en particulier avec l'adalimumab, à avoir plus de 30% de rémission de la polyarthrite rhumatoïde. Résultat qui se renforce à 1 an, autour de 40%. Donc, on a l'impression que ça donne un peu mieux de résultats par rapport aux autres anti-TNF, mais c'est uniquement dans cette étude-là. Et on voit que ces résultats sont pratiquement les mêmes également pour d'autres scores de rémission, comme la rémission CEDAC. Ça, c'est à court terme. Mais qu'en est-il à long terme? En fait, le plus dur, lorsqu'on parle de rémission, ça n'est pas tant d'atteindre la rémission. Le plus dur, c'est d'essayer de maintenir son patient en rémission. Regardez, ce croquis résume 3 modèles d'atteinte de la rémission. Alors, je vous propose de regarder le premier, en gris. Et vous voyez que sur ce modèle-là, le patient va toucher la rémission telle qu'elle est définie par un DAS28 inférieur à 2,6 pour repartir en activité faible. Alors, le second, en bleu, vous voyez que pour ce deuxième modèle, le patient ne fait que rebondir sur la rémission, mais il se retrouve assez fréquemment également en faible activité. Alors, contrairement au troisième modèle, où là, vous voyez que une fois que la rémission est atteinte, on arrive à maintenir le patient sous ce seuil de DAS28 inférieur à 2,6. Donc, il est clair que ce troisième, c'est un patient qui peut être déclaré en rémission. Par contre, il est difficile de déclarer une rémission pour les 2 autres modèles où on n'arrive pas à maintenir son patient réellement en rémission.
ça vous rappelle certainement plein de patients que vous voyez dans votre consultation. Alors malheureusement, ces patients, c'est pas parce qu'ils ont touché la rémission qu'ils doivent être déclarés comme étant en rémission. Et tous les jours, les difficultés que nous avons à convaincre les médecins confrères contrôleurs de la CNAM que c'est pas parce que mon patient a atteint ce DAS28 tel que ça justifie donc de soulager le traitement ou de commencer le tapering. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de rémission tout court. Pour déclarer un patient réellement en rémission, il faut que ça soit une rémission suffisamment soutenue ou prolongée. Et de plus en plus, on parle de rémission prolongée. Regardez, là, c'est une étude qui a été publiée donc en 2020 et c'est un registre suédois là aussi qui a réuni près de 30 000 patients PR qui ont été vus régulièrement à raison de trois contrôles cliniques au moins par an. Et on s'est intéressé à l'année de démarrage de la polyarthrite rhumatoïde qui, comme vous le voyez, a démarré en 1994 jusqu'à 2009. Et on a essayé, avec un calcul par régression logistique, de voir un peu quelles étaient la proportion de personnes qui atteignent la rémission. Je crois qu'il n'y a pas photo. Ce croquis l'illustre parfaitement bien. Le pourcentage de patients qu'on arrive à mettre en rémission ne cesse d'augmenter de manière évidente. Alors, regardez ce deuxième croquis sur la gauche qui exprime la proportion d'atteinte de la rémission en fonction de l'année de démarrage. Et vous voyez que là, en 1994, vous voyez que les proportions ne sont pas suffisantes, mais que là, les proportions s'améliorent sensiblement avec les patients qui sont vus plus tard, avec donc toute la stratégie qui a été mise en place et puis surtout l'introduction des nouveaux traitements. Donc, cette tendance reflète très probablement le fruit de la stratégie mise en place, le diagnostic et le traitement précoce, et puis la stratégie petit, donc l'intensification des traitements. Donc, comme vous pouvez le savoir, comme vous pouvez le voir, donc on arrive quand même avec cette stratégie-là d'obtenir des rémissions assez prolongées. Ça, si on s'intéresse à la rémission en temps, c'est-à-dire dans le temps, en termes de maintien. Maintenant, l'autre élément qui devrait être aussi intéressant et auquel on devrait s'intéresser, c'est quel niveau de rémission est-on en train de faire atteindre à nos patients? Est-ce qu'elle est suffisamment profonde? Ça, c'est l'autre question qui se pose. Et ça nous amène à la deuxième question qui est d'actualité depuis de très nombreuses années, à savoir quelle est la meilleure des définitions de la rémission au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, vous avez par exemple, donc là, avant on parlait et on ciblait, puisque c'est la cible thérapeutique, la rémission clinique, telle qu'elle est définie par un DAS28 inférieur à 2.6, avec toutes les difficultés et les insuffisances qu'on a connues pour ce cut-off, raison pour laquelle ça nous a poussé un peu à utiliser d'autres critères un peu plus stricts, notamment les critères de rémission ACR-ELAR, booléenne, et on voit que cette rémission reste insuffisante. C'est pour ça qu'on a été chercher d'autres définitions de la rémission, notamment la définition basée sur l'imagerie, avec la disparition de tout phénomène inflammatoire détectable par les moyens qu'on utilise au quotidien, à savoir l'échographie ou l'IRM. Et vous savez parfaitement bien que les différents travaux qui ont été faits donnent des résultats assez intéressants, mais toujours insuffisants pour pouvoir adopter une rémission radiologique vraie. Il y en a d'autres encore plus exigeants et beaucoup plus ambitieux qui ont été discutés, la fameuse rémission immunologique, basée sur la disparition de tous les symptômes cliniques, une normalité des radios et une séroconversion, c'est-à-dire la négativation des marqueurs immunologiques, que ce soit le facteur rhumatoïde ou les anticorps ou les ACPA. Bien sûr, vous comprenez que ça n'est pas toujours évident et que, par exemple, si on a une PR immuno-séronégative, on aura du mal à
justifier de l'atteinte de cet objectif qu'est la rémission. Alors aujourd'hui, récemment, il y a peut-être une cible un peu plus ambitieuse que la rémission clinique qui pourrait être intéressante. C'est obtenir la rémission et arriver à arrêter les traitements parce que c'est tout à fait logique, il ne rime à rien d'avoir un patient qui répond parfaitement par exemple, à la définition d'une rémission clinique avec une multitude de traitements, que ce soit de fond ou de traitements symptomatiques, en particulier de la corticothérapie. Ça ne rime absolument à rien, donc il est tout à fait logique. Donc c'est un objectif qui semble être plus logique et plus réaliste d'envisager une rémission sans traitement de fond. C'est ce qui a été fait avec cette étude récemment publiée par Verstappen et collaborateurs, qui est en fait une revue systématique de la littérature où ils ont essayé de récolter les plus grandes études portant sur l'APR et qui ont parlé de tapering, c'est-à-dire de baisse de l'intensité du traitement et surtout de rémission. Et comme vous le voyez, là, donc, le nombre de... Là, on a l'allègement du traitement, l'arrêt des traitements de fond, et ici, le pourcentage de patients qu'on peut avoir en rémission au bout d'une année sans aucune thérapeutique de fond. Et vous voyez que le pourcentage de patients qui arrivent à avoir donc un arrêt des traitements de fond, il tourne autour de 10 à 20%, 10 à 20%. Dans l'étude BEST, dans l'étude de DREAM, et que ça peut monter jusqu'à 17% pour la Leiden ou après à de 20% pour l'Improved. Et donc, ça, c'est des données qui ouvrent la voie à une nouvelle cible thérapeutique et à un objectif plus exigeant et plus ambitieux, c'est d'avoir une rémission sans aucun traitement, et c'est en train d'être évalué pour devenir une cible thérapeutique retenue. Quoi qu'il en soit, maintenant, si on regarde ce qu'on est en train de faire, et d'une manière générale, et pas dans des centres un peu poussés de prise en charge particulière, on peut dire que ce qu'on fait, c'est ça à peu près. On arrive à avoir entre 30 et 40% de rémission sur l'ensemble des PR, d'une manière générale, pour les meilleurs des cas. Et ceci, ça dépend comment on va le regarder. Si on veut le regarder d'un œil optimiste ou pessimiste, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, si on peut le regarder avec l'œil de quelqu'un de moins optimiste, donc on va se dire, il y a quand même une bonne part de patients qui ne sont pas en rémission. Pourquoi n'arrivent-ils pas à avoir la rémission? Quelles sont les causes ou les principales causes qui les empêchent d'arriver à la rémission? Et là, je ne vais absolument pas vous parler des facteurs pronostiques de l'APR reconnus, donc on connaît tous, qui ont été bien confirmés par cette nouvelle étude qui est récemment publiée, ni envisager tout ce qui est en rapport avec le retard diagnostique, d'initiation, de disponibilité des traitements, etc. Je vous invite à parler et à se focaliser plus sur le facteur humain de la prise en charge, à savoir le rhumatologue, le malade et le fonctionnement du couple médecin, rhumatologue, malade. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent expliquer ce manque d'atteinte de la rémission. Le premier, je vais en évoquer deux. C'est l'inertie clinique ou en quelque sorte la préférence pour le statu quo. Donc c'est la réticence devant un dossier qui nécessite un renforcement du traitement, de fond en particulier, où on se dit je ne vais pas le faire tout de suite ou je le ferai après. D'accord? Pourquoi on le fait? Par crainte de perdre le bénéfice déjà obtenu avec le premier traitement, par peur des effets indésirables, ou par appréhension vis-à-vis des formalités que constitue le changement de traitement.
nouveau bilan pré-thérapeutique, CNAM, voilà, donc commission, etc. Alors, le plus beau, c'est que cette inertie médicale n'est pas propre aux patients ni aux médecins. Elle intéresse les deux. Qui d'entre nous n'a pas vu à sa consultation une PR avec des paramètres qui ne sont pas satisfaisants et qui, théoriquement, devrait justifier d'une intensification du traitement et on se dit, je la sens pas. Bah, je verrai à la prochaine consultation. Et à la consultation suivante, c'est pareil. D'accord? Et qui d'entre nous n'a pas eu un patient chez qui il a intensifié le traitement, par exemple en augmentant la dose de méthotrexate, et où le patient revient le voir la fois d'après et lui dit oh, finalement je suis resté à la même dose, j'ai mal compris ou voilà. Donc c'est ça l'inertie. C'est ça l'inertie et cette inertie donc est bel et bien justifiée par des études. Il y a une étude là que je vous montre qui illustre bien cette inertie, qu'elle soit médicale ou du malade. Vous voyez, regardez là, c'est 156 PR qui justifient l'intensification du traitement. Et on a fait une enquête face à face pour voir pourquoi ça n'a pas été fait en calculant un score de numératie. La numératie, c'est l'hétératie. Et vous voyez, regardez, là, sur cette colonne-là, vous avez le groupe des sujets qui sont restés en statu quo et là, ceux qui ont fait évoluer leur traitement. Il y a 4 facteurs qui ressortent de différence. Le premier, c'est une numératie moins importante chez le statu quo. C'est la race noire, c'est une étude américaine, c'est un niveau d'éducation plus faible et un revenu annuel plus faible. Donc, l'inertie, elle est là. Il faudrait qu'on apprenne à lutter contre. Deuxième facteur sur lequel je voudrais insister, c'est le fonctionnement du couple rhumatologue-malade. Et le fonctionnement de ce couple fait qu'il y a une désynchronisation qui s'installe à un certain niveau. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas la maladie avec l'œil du patient, en tout cas pas toujours et pas suffisamment, et que le patient se sent incompris et ses attentes à lui sont certainement différentes de nos attentes à nous. Regardez, voilà une enquête qui a été faite auprès d'une centaine de rhumatologues néerlandais à qui on a demandé de classer par ordre d'importance les éléments qui vont influer leur décision d'intensifier un traitement. Et regardez comment, à la première place, vous allez trouver, bien entendu, en bon rhumatologue, on le ressent tous, c'est le nombre d'articulations tuméfiées. Le score, DAS28, l'impression que nous avons vis-à-vis de l'activité ou pas du patient, en troisième position, et la présence, bien entendu, de description radiologique. Alors que, quand on regarde ça de l'œil du patient, regardez ces 3 premiers, dans quel ordre de classement ils se situent dans l'esprit du patient. Et regardez chez nous, je reviens vers le rhumatologue, regardez le premier item qui fait participer l'avis du patient se retrouve à la 10e place. Alors, bien entendu, il y a hiatus. Une autre étude, enquête faite auprès de patients PR à qui on a demandé quels étaient les domaines les plus importants de leur point de vue en termes de prise en charge de leur maladie. Et regardez, c'est sans aucun doute, la douleur, la fatigue, l'incapacité fonctionnelle, pardon. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, on est tout à fait d'accord, mais ceci, quelle influence a-t-il sur l'activité, sur l'évaluation, sur le traitement et sur la décision thérapeutique? Ben, regardez cette étude. Ça, c'est une étude tout à fait intéressante qui montre sur un groupe de patients PR qui étaient sur le point d'atteindre la rémission clinique telle qu'elle est définie. Il faut satisfaire 4 critères pour avoir la rémission booléenne. Alors, ce groupe-là, ce sont tous des patients qui satisfont 3 sur 4 des critères. Et lorsqu'on regarde le 4e critère qui a constitué un obstacle qui a empêché ces patients d'atteindre la rémission,
Alors regardez, il n'y a pas photo. Dans plus de 60% des cas, c'est l'évaluation globale telle qu'elle est exprimée par le patient. Elle n'arrive pas jusqu'au seuil qui nous permet de déclarer ces patients comme un critère satisfait. Loin devant les articulations douloureuses, tuméfiées, loin devant la valeur du CRP. Alors, regardez le croquis à droite. Vous voyez immédiatement qu'il y a une corrélation claire entre le score d'évaluation globale patient et la douleur. Et là, ça, c'est un élément qui nous parle, nous, parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'évaluer l'évaluation, de faire le critère évaluation globale de l'activité du patient par le patient, on a l'impression qu'il y a une confusion dans sa tête entre niveau d'activité et douleur. On a l'impression que sur l'échelle visuo-analogique, il exprime l'intensité de ces douleurs. En fait, ça n'est pas exact, mais vous voyez parfaitement qu'il y a une corrélation entre les deux, parce qu'il y a une intrication entre les deux. Alors, la dernière étude que je vous montre dans ce sens-là, on a demandé à des patients atteints de PR, qu'est-ce que ça pouvait être? Ça, c'est l'enquête Good Day Survey sur près de 2000 PR. Qu'est-ce qui pourrait constituer pour eux une bonne journée? Simplement une bonne journée. Vous voyez que près de 60%, ils vont dire c'est une journée sans fatigue, sans douleur, sans raideur matinée. Il n'y a pas photo. Bien, ça c'est pour les patients qui ne sont pas en rémission. Mais regardons maintenant les 30 à 45% qu'on a mis en rémission. Est-ce qu'ils ont pour autant une vie, une qualité de vie correcte? Eh bien, regardez cette étude-là, toute récente, qui montre un peu sur des PR en rémission, les besoins insatisfaits qu'ils ont. Regardez là, avec une rémission d'AS28, regardez la douleur, quelle place elle occupe, la fatigue, et puis toutes les autres comorbidités, l'incapacité fonctionnelle, la santé mentale et la qualité de vie. Donc, vous voyez parfaitement quels sont les domaines qui sont altérés, qui continuent à être altérés malgré le fait d'atteindre la rémission. Alors, vous remarquez que ces éléments-là ne figurent absolument pas dans les scores d'activité qu'on a l'habitude d'effectuer pour évaluer l'activité de la maladie. Alors, il y a un petit élément positif, c'est que lorsqu'on se met en rémission, pas tout court, mais en rémission prolongée, on arrive quand même à améliorer sensiblement la fonction. Là, vous avez un sous-groupe de PR en rémission, soutenu, prolongé, et voyez, le niveau moyen de HAQ est nettement inférieur par rapport à une rémission qui n'est pas prolongée. Et vous voyez que là, lorsqu'on sort de la rémission prolongée, il y a quand même une altération de la capacité fonctionnelle. Même chose, mais là, c'est le pourcentage de patients qui arrivent à avoir un HAQ nul. Le deuxième élément à côté de l'incapacité fonctionnelle, c'est la douleur. Chez les malades en rémission, la douleur est encore là. Elle continue. Donc ça poursuit un peu ce qu'a montré tout à l'heure Olfa. Là, c'est d'autres études où vous voyez le pourcentage de douleur. En bleu, vous avez les douleurs acceptables et en mauve et jaune, les douleurs inacceptables. Donc, vous voyez une PR qui commence, qui est inflammatoire. Donc, les douleurs donc inacceptables sont assez importantes en mauve, mais elles sont liées à l'inflammation. Mais au fur et à mesure de la prise en charge, ces douleurs diminuent, toutes les deux, mais à la faveur, quand même, d'une douleur sans inflammation. Et c'est les fameuses douleurs nociplastiques. Alors, une autre étude, là, qui montre sur des douleurs persistantes au cours de la PR, et vous voyez que près du tiers de ces patients-là continuent à avoir des douleurs inacceptables. Inacceptables qui ont entraîné des modifications thérapeutiques, alors qu'il n'y avait aucune inflammation, aucun phénomène inflammatoire chez ces patients-là. Il y a une intensification du traitement. Alors, vous comprenez parfaitement que la majorité de ces douleurs-là étaient liées aux fameuses douleurs nociplastiques dont on vient de parler, et que donc c'est une réalité, même chez les patients qui sont en rémission, à côté des autres douleurs, donc par excès de nociception, nociceptive,
qui sont moins liés à la poussée inflammatoire, qui peuvent coexister, là, tout à l'heure, avec les discussions. Vous avez parfaitement raison. Chez un patient, je peux avoir les 3 types de douleurs en même temps. Des douleurs inflammatoires si j'ai une activité inflammatoire, des douleurs mécaniques si on a des destructions, des séquelles liées à des destructions articulaires, et des douleurs nociplastiques, donc en association. Alors, quel est l'impact de l'existence de ces douleurs nociplastiques maintenant sur la rémission? Et vous voyez donc là, c'est les données du registre danois d'ANBio, et vous voyez parfaitement que chez les PR avec des douleurs neuropathiques, il y a moins d'atteinte de la rémission comparé aux PR sans douleur nociplastique. Donc la douleur nociplastique est un écueil, est un obstacle à faire atteindre son patient le niveau de la rémission. Alors autre chose, c'est le fait que la douleur nociplastique, qu'elle soit nociplastique ou autre, les douleurs, l'impact fonctionnel, la fatigue et les troubles du sommeil sont tout à fait reliés les uns aux autres. En particulier, la fatigue. Et vous voyez, regardez ce groupe de polyarthrite rhumatoïde totalement en rémission et qui continue à avoir pour 63% l'impossibilité d'atteindre ce qu'on appelle la rémission en termes de fatigue, donc en utilisant ce critère et ce score-là. On est en rémission clinique, on n'est pas en rémission vis-à-vis de la douleur et encore moins vis-à-vis de la fatigue. Alors, que faire dans tout ça? Quelle est l'importance de distinguer ces éléments-là, que ce soit la douleur nociplastique, la fatigue, l'impact fonctionnel? Quelle est l'utilité de les distinguer en pratique? Première chose, c'est un meilleur fonctionnement du couple rhumatologue-malade. Il n'y a pas pire que de ne pas se sentir compris par son médecin. Mieux guider l'attitude thérapeutique, parce que si on ne prend pas en considération ces éléments-là, la décision facile, c'est d'intensifier le traitement. Et donc, ça permet d'éviter de conclure à tort à l'échec d'un traitement, notamment une biothérapie, alors que ça n'est absolument pas ça. Ça va éviter des escalades thérapeutiques inutiles et inefficaces. Alors, la deuxième chose, c'est que, une fois qu'on a compris son patient, on peut mieux lui parler, on peut l'informer. Informer des éléments simples. Votre inflammation est bien contrôlée, que ce soit sur le plan clinique ou biologique. Il n'y a pas d'échec des médicaments que vous êtes en train d'utiliser. Les douleurs résiduelles sont liées à une sensibilisation de l'organisme vis-à-vis des poussées déjà passées. Et ça fait appel à des moyens de prise en charge différentes. Alors, rien que le fait de reconnaître ça et d'expliquer ça au patient, ça devrait peut-être pas le soulager totalement, mais amener donc une certaine amélioration. À l'instar de ce que montre cette étude qu'on a faite avec les fibromyalgiques. Et regardez, là, ce trait rouge correspond au moment où le diagnostic de fibromyalgie a été fait, où on expliquait des choses aux patients. Ça a permis de diminuer tout ce qui est examen complémentaire, acharnement thérapeutique, multiplication des visites. Alors, les douleurs nociplastiques, c'est pas de la fibromyalgie vraie. La fibromyalgie comporte des douleurs nociplastiques, mais les douleurs nociplastiques ne sont pas de la fibromyalgie, même si au cours de nos rhumatismes inflammatoires et nos PR, on peut avoir des fibromyalgies secondaires. Alors, sinon aussi la prise en charge, je crois que ça a été parfaitement bien traité par Rolf, je vais passer, et ça va me permettre d'essayer de conclure dans tout ça. Alors, je crois qu'on est pas mal. Les enjeux de la PR, aujourd'hui, au-delà des traitements, de l'approche diagnostique, de la stratégie, elle passe également par un meilleur fonctionnement, une meilleure communication avec son patient. La rémission est là. Elle est de plus en plus accessible. Je ne sais pas comment c'est en Tunisie, on n'a pas d'études. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la pandémie Covid, au cours des 2 dernières années, ces chiffres de 30 à 45% se sont peut-être envolés, ça c'est certain. Je crois que vous partagerez mon avis. Mais qu'on peut atteindre encore la rémission et plus de rémission avec nos patients, avec nos moyens parfois limités.
que la douleur résiduelle, la fatigue, l'impact fonctionnel, ce sont les plaintes les plus importantes et les préoccupations les plus importantes pour le patient. Ne l'oublions pas. Alors, il faut absolument qu'on arrive à atteindre le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est améliorer la qualité de vie. Vous vous rappelez la journée de ce patient qu'on a vu au début? Donc, il faut s'en rappeler. Il faut essayer de faire en sorte, sur les différentes situations, à améliorer cette qualité de vie. Il faut lutter contre l'inertie clinique, qu'elle soit médicale ou en rapport avec le patient. Il faut qu'il y ait plus de confiance et une meilleure communication, une meilleure compréhension dans le couple médecin, c'est-à-dire rhumatologue, patient. Et bien entendu, l'optimisation de la prise en charge, elle est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, quand on va parler de rémission, il faut que ça soit la rémission la plus prolongée possible et surtout la plus profonde possible pour que nos patients puissent émerger. Je vous remercie.